moi, je vous propose une démarche commune pour que tout s'apprenne. D'accord? Pour ça, je vous propose de travailler en croisant les élèves qui ont des compétences différentes. Mais pour ce faire, on doit avoir des points communs. D'accord? Les élèves ne savent pas faire la même chose, ne sont pas les mêmes, mais ils sont animés par des choses qu'ils partagent. Qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent, dans un premier temps, et je suis ici, les valeurs de la victoire. Les uns sont peut-être plus avancés que les autres, mais au final, il faut que les deux partagent ces valeurs-là. Moi, je suis CP4 tennis de table. Je match contre une copine qui n'a jamais fait d'opposition, alors qu'on arrive au collège. J'ai peut-être des choses à lui donner. Et en tant qu'enseignant, il faut l'exploiter, ça. On partage quoi aussi? On partage le statut d'adversaire. Alors là, pour moi, ça c'est fondamental. Je suis un petit peu... Être adversaire, c'est pas faire des cadeaux. Hein. Être adversaire, c'est être le plus possible dans l'opposition. Pour que le joueur adverse puisse exprimer tout son tennis de table. Et on n'est pas dans la complaisance ou l'aménagement ou bon, on fait comme si tu ne savais pas jouer. Ça, c'est. Enfin, il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Modifier le rapport de force si c'est trop écarté. Revenez sur quelque chose de plus équilibré. Mais ne demandez pas à un joueur de faire semblant d'être adversaire. Vous imaginez, vous, un terrain de handball où il y aurait une équipe qui ferait semblant de jouer? C'est invivable pour l'autre équipe. Ben là, c'est pareil. Hein. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne me répond pas comme adversaire, comment voulez-vous que je construise mon jeu? C'est impossible. Ce qu'on va partager aussi, c'est le même règlement. On est obligé. D'accord? Les mêmes outils d'évaluation. Tout pareil. Parce qu'il faut qu'on soit équitable et face à la victoire. Et puis, puisqu'on est à l'école, on doit être équitable face à la note aussi. Alors, les plus 2 parce que t'es une fille, les moins 2 parce que t'es... On se fait plaisir, mais ça ne marche pas. Hein. D'accord? Il faut qu'on ait cet adversaire en face de tous les joueurs qu'on va amener à la table. Il n'y a pas de discrimination. Même mon pongiste, hein, celui que vous avez vu là, avec son t-shirt turquoise, il est pénible. Hein, parce que j'ai personne pour me mettre contre lui. Bah, tant pis, j'y vais. Hein. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il me promène un peu, mais il vaut mieux ça que rien. Hein. Sinon, il va venir à l'école, il va venir à la fac, il n'aura jamais personne contre lui. On va lui demander d'être faire du rôle social, il va devenir arbitre. Il va s'en faire des séries d'arbitrage, hein, qui vous le dit. Hein. C'est pas possible. Donc là, il faut qu'on ait un adversaire en face de tous les joueurs. Et pourquoi? Pour apprendre à lire le jeu de l'autre. Et là, on est au lycée. Si en face de moi, j'ai personne pour me faire relever la tête, ben je ne la relèverai jamais, cette tête. Je continue à regarder ma balle. Hein. Et enfin, pour finir, ce qu'on doit partager dans notre démarche commune, c'est la présence du coach. Mais le vrai coach, hein, pas la marionnette dont on ne sait pas quoi faire parce qu'aujourd'hui il est inapte ou parce qu'elle n'a pas envie ou parce qu'on a un nombre impair. Hein. Non, c'est pas celle-là dont je parle. C'est celui qui va avoir pour mission d'aider et d'avoir une deuxième paire de lunettes pour décrypter ce qui se passe là. Ça révèle hein, des choses, hein. Je vous jure que ça révèle. À nous de le faire fonctionner. Cette organisation pédagogique, elle a cette forme-là en table. Là, vous avez un cliché de ce que moi je travaille le plus souvent possible quand je peux. J'ai toujours des joueurs qui s'opposent dans le rapport de force. J'ai toujours ma table, ma raquette et ma balle. J'ai mes 2 joueurs, là, mes 2 coachs, chacun son joueur, qui sont aussi double arbitrage et qui sont outillés. Et ça, j'ai envie de vous dire, si j'arrive à le placer systématiquement, pour moi, j'ai des conditions optimales pour construire le tennis de table. Donc une situation avec un enjeu de victoire, même relative, c'est pas forcément gagner le match, hein. Mais c'est à un moment donné, je sais si j'ai gagné ou pas gagné, quoi, votre truc. Alors nous, on appelle ça des critères de réussite dans le métier. Mais il faut que ce soit activé pour que ça me révèle à moi ce que je suis capable de produire. Si c'est juste pour le mettre et puis le dire, ça ne sert plus à rien, quoi. En tout cas, ça ne me sert pas à moi dans mon activité de tennis de table. Il faut qu'elle soit le plus souvent mixte. Et ça, c'est ma balance hein, sur la question des filles et des garçons. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre en compétences croisées. Et en tennis de table aussi. Et les deux ont à apprendre l'un de l'autre. Donc, si on pouvait, ben... Alors, méfiez-vous parce que le montante descendante, ça trie bien. Mais ça trie bien aussi. Hein. Donc, si on arrête à la fin de la montante descendante pour commencer à travailler par atelier, vous aurez toujours les garçons ensemble et les filles ensemble.
Alors qu'il y a des ateliers qu'on peut travailler en mixité avec des niveaux différents sans aucun problème. Et des fois, ça permet aux deux d'apprendre un peu plus. La présence de coach et d'arbitre, relative hein, tout le temps, mais aidez-moi à y voir clair. Des fois, le coach et l'arbitre, c'est le distributeur de balles quand on est au travail panier de balles. Il fait les deux, mais en tout cas, il renseigne, il ne reste pas muet. Un règlement identique et partagé, compris, ça, non négociable. Et un outil d'évaluation centré d'abord sur l'affrontement, ça c'est pour le plus de la question, parce que ce soir, je ne vais pas du tout vous proposer d'outil d'évaluation, même pas le référentiel du brevet, parce qu'on n'a pas le temps. Alors cette coéducation, je zoome juste une diapo, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Mais voilà le jeu de nos filles. Le besoin de nos filles, il est là. On doit augmenter les niveaux de compétences motrices chez nos filles. Et en tennis de table, au secours. On doit augmenter le niveau de connaissance. Appelons un chat un chat. Hein. À un moment donné, c'est un coup droit, c'est un revers, c'est une trajectoire de balle, c'est un jeu placé, un jeu rapide, c'est une rotation avant, une rotation... On y met les mots, hein. Mais sinon, elles vont sortir du collège, nos petites nanas, là, elles vont fuir le tennis de table. Vous allez me dire, dans les menus de lycée, j'ai cru comprendre que sur un menu féminin, la meilleure manière de rééquilibrer, c'était de flanquer du tennis de table. Ça marche bien. Hein. Regardez les notes au bac, c'est à pleurer. Hein. Le tennis de table et le badminton, c'est à pleurer. Je crois qu'après, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être leur donner des points en fonction de la couleur de leurs chaussures, mais on ne sait plus comment donner de points, parce que de toute façon, il n'y a pas de points à donner. Et il faut surtout diminuer les compétences méthodologiques et sociales pour elles, parce qu'elles ont bien compris que c'était super confortable, les fiches. Hein. Et puis à un moment donné, c'est à la table que ça se passe, et que là. Alors ça tombe bien, parce que chez nos garçons, c'est complètement l'inverse. Eux, ils ont beaucoup de mal à tenir une fiche, c'est plutôt des boulettes et des avions. Voilà, on va essayer de les ramener là-dedans. Les compétences motrices, c'est plutôt pas mal, mais j'ai pas dit que c'était complet. C'est très souvent désorganisé et très peu précis. C'est un manque de rigueur chez les garçons, l'activité tennis de table. Je frappe tout ce qui bouge, quoi. On va le faire simple comme ça. Mais pourquoi tu l'as frappé? Parce que madame, j'avais envie. Là, elle est dans le filet, donc tant que tu ne percevras pas qu'elle arrive avec de la rotation arrière, tu vas y aller dans le filet systématiquement. J'en ai un, c'est un spécialiste hein, en L1. Toutes les balles coupées, comme elles sont un peu hautes et qu'elles sont alléchantes, eh ben, il frappe comme un sourd dedans. Et après, il me dit, je comprends pas madame, parce qu'elle est haute la balle, mais elle va toujours dans le filet. Et ben, je peux lui dire, toutes les semaines, il ne change rien. Elle est haute, je frappe, mais pas toutes. Et par contre, les connaissances, paradoxalement, il y en a, mais elles ne sont pas au profit de leur motricité. C'est de la connaissance déclarative. C'est plutôt de la connaissance réglementaire. Mais ce que je viens de vous expliquer, de la connaissance de jeu et de ce qui se passe, et de l'analyse de ce qui se passe, calme plat. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, la pluralité d'une classe, hein, filles, garçons. On peut peut-être en croisant le plus souvent possible, mais pas tout le temps, il y a des fois c'est pas possible, hein, ces espaces d'apprentissage mixte, ça va peut-être révéler des choses pour les deux, pas que pour les filles, hein, mais pour les deux. Donc sur nos pistes didactiques, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de réfléchir alors à l'ordre des apprentissages. L'éternelle question, hein, pour ceux qui sont lauréats de concours ou ceux qui vont au concours, quand on va aller dans la CP4 notamment, parce que c'est là où ça pose le plus de problème, on va toujours se poser la même question, hein, technique d'abord, tactique après, ou le contraire, ou les deux, ou... La réponse de ce soir, elle est claire, c'est toujours les deux. Par contre, si vous vous donnez ce sens, le sens du jeu pour le gamin, il est tellement plus confortable pour tout le monde de rentrer par les intentions tactiques que du coup, le besoin technique va venir de plein droit. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, j'ai révélé le besoin technique, mais je ne le fais pas travailler. Parce que j'ai pas le temps. Là, forcément, vous allez vous mettre à dos toute une classe. Hein. Mais j'ai besoin, moi, d'apprendre ça. Bah oui, mais j'ai pas le temps. Là, ça serait une erreur. On le fait révéler. Il a pris du sens dans le jeu et dans l'opposition. Ça devient une priorité de formation, non pas pour vous, mais pour eux. C'est eux qui le demandent. Il faut alimenter. Donc, on peut avoir une leçon entière d'acquisition technique, hein, ultra fermée. C'est complètement probable. À un moment donné dans notre cycle. Parce que ça répond à ce moment-là à un besoin. Mais ça vient du besoin de l'élève. Ce que je vous dis en tennis de table, c'est le même problème ailleurs. Hein. Pour être sur Vichy avec Stéphane, le volleyball où on fait des gammes entières de passes 10 doigts et de service cuillère, et puis un jour, peut-être on se reposera. Même problème. Hein. Même problème. Il faut qu'on y réfléchisse. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on désapprend. Voilà.
Deuxième question qu'on doit se poser pour ce traitement didactique, pour construire l'opposition, c'est les conditions d'appropriation des acquisitions techniques. Alors, je ne vais pas me faire des amis partout, mais tant pis. Hein, moi, je pense qu'on peut jouer à s'opposer. Et j'ai en tête notamment toutes ces activités où on commence par de la coopération et que d'un seul coup d'un seul, sur une information verbale, un coup de sifflet ou une quantité, on passe dans l'opposition. Et on fait vivre au gamin, on lui fait vivre à l'élève, ce changement de comportement. Qu'est-ce que je fais quand on me demande de faire passer la balle 3 fois au-dessus du filet et d'un seul coup d'un seul, on me demande de chercher à marquer le point. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quoi? Ben là, je fais tout pour que l'autre la récupère. Donc je m'applique, je vise, je calme le jeu, je donne une régularité, je gomme les incertitudes, et d'un seul coup d'un seul, coup de sifflet, troisième touche, ou quand j'en ai envie, elle a dit la prof, peu importe, j'écarte le jeu, ou j'accélère le jeu, ou je combine les deux. Et là, le gamin, il va ressentir la différence entre ne pas s'opposer et s'opposer. Et c'est ça qu'il va devoir garder en trace pour venir construire son tennis de table. Donc vous avez vu, hein, je ne suis pas contre les moments où on coopère, mais si et seulement si, ça me permet de mieux comprendre les moments où on coopère surtout pas. Deuxième, donc là, c'est ce que moi j'appelle les jeux d'opposition. Hein. On va jouer avec cette opposition. Là, pas là, moyennement là, que là, et on va essayer de le comprendre. Et des situations référencées. Une situation référencée, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une situation où là, on me demande tout particulièrement de ne pas m'opposer. Parce que j'ai besoin de travailler ça dans ces conditions-là, et juste après, je viens à la table pour m'opposer. Donc là, je suis avec mon partenaire, et je travaille des acquisitions particulières, et juste après, mon partenaire devient mon adversaire, on est à la table, et là, on est contre. Et il faut ça se vit aussi. Et c'est comme ça que je vais construire mon statut d'adversaire. Troisième piste que je vous propose, c'est la culture des sports d'opposition. C'est axé notamment sur les rôles sociaux. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. J'insisterai jamais assez sur l'importance de l'arbitrage. Au-delà du rôle de l'arbitre dans l'opposition, mais aussi de l'outiller, un marqueur, c'est compliqué. Vous avez déjà utilisé un marqueur avec les élèves? Ils sont comme ça avec leurs mains. Je suis complètement perdu. Je me demandé, t'en es où là? Le chiffre, c'est lequel? Je ne sais plus. C'est dur, hein? On vous demande en niveau 1 de compétences qui soit capable d'arbitrer, c'est de tenir un score, simplement tenir un score. Soit de le mémoriser, soit de l'afficher avec un marqueur. Le marqueur, ça ne coûte rien. Hein. Et quand vous mettez un marqueur à la table, vous avez les étudiants qui me disent « Ah, là, aujourd'hui, c'est pour de vrai. Hein. » Non, c'est pas pour de vrai, c'est comme d'habitude. Et sauf qu'il y a un ange, hein. C'est pour de vrai. Donc, il faut les activer, ces trucs-là. Ça me permet de rentrer dans l'opposition. Alors, ce n'est pas du théâtre, hein, c'est un espace d'opposition. Et encore une fois, si tu ne veux pas venir à la table pour t'opposer, ben tu ne viens pas à la table. Je ne veux pas te voir en face de moi. Parce que moi, en face de moi, je veux un adversaire. Deuxième axe didactique, c'est celui que je préfère, c'est penser l'alternative de formation. On est dans des activités d'opposition, on s'oppose tous de manière différente, et ça nous nécessite de faire des choix. Alors le choix, on le fait en fonction de quoi? Au début, on le fait en fonction de ce qu'on sait faire. Des choses qu'on aimerait bien faire, mais comme on ne sait pas les faire, on ne peut pas les choisir. Après, on a plus de compétences, on est au niveau 2, on fait le choix de ça ou de ça, ça dépend de nous. Comment on se sent dans le rapport de force, comment on se sent dans la situation favorable. Après, ce choix, il va se faire en fonction de l'autre. Qu'est-ce que je vais lui imposer à l'autre? Parce que je vais lui mettre un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et après, le choix, il va se faire en fonction de ce qui se passe à toutes les balles, parce que l'autre, il change. Mais en tout cas, cette notion de choisir, c'est la dimension réflexive et cognitive du tennis de table. Alors ça se fait en un laps de temps ultra serré, et c'est ça qui est souvent à l'origine du succès. Je pense qu'il faut qu'on leur apprenne à choisir à nos élèves. On n'est pas des machines, eux non plus, et ils ont à s'exprimer dans leur espace, quoi. Donc, quelle forme ça va prendre? Sur mon niveau 1 de compétences, ils vont choisir s'ils veulent développer un jeu placé ou un jeu rapide. C'est eux qui vont choisir, c'est pas moi. Ça va être leur arme. En niveau 2, ils vont choisir quoi?
la nature des services. La compétence, c'est les premières rotations, notamment au service. Lesquelles? Ben, on va leur en proposer 2 ou 3, puis après ils vont se débrouiller. Ben, moi, je me suis là, j'aime bien. Je crois que je sais presque le faire. Eh ben, allez, on y va pour celui-là. Encore une fois, il va falloir son besoin de formation va naître au fur et à mesure qu'il va s'opposer. Donc si dans un premier temps, il veut rentrer par les services à rotation arrière, allons-y. Maintenant, si demain, il a un adversaire qui a compris que la rotation arrière, il arrivait un peu à la maîtriser, parce que c'est pas très difficile, ben, mon même élève, il va venir me revoir, ça ne me suffit plus. Non, ça ne te suffit plus, j'ai bien vu que ça ne te suffisait plus. Et là, il va rechoisir pour s'opposer. En tout cas, moi, je ne choisirais pas pour lui. Parce que ce n'est pas mon tennis de table, c'est le sien. Et ce qui m'intéresse dans une classe, c'est d'avoir plein de choix différents. Là, je vais avoir de la réelle opposition au niveau de la dimension de la classe. En tout cas, si je fais le choix de choix dont je vous parle, ça va forcément pour moi m'obliger à travailler par atelier. D'où la flèche orange. Un travail par atelier en tennis de table, c'est compliqué. Sauf si on arrive à thématiser nos ateliers, à monter une progression par atelier dans le même thème. Et je peux avoir un élève très débrouillé en niveau 2 qui veut jouer rapide, comme un élève moins débrouillé qui veut jouer rapide. Mais ils ne vont pas jouer le même jeu rapide. L'un va peut-être accélérer sa balle en travaillant plutôt sur l'avant-bras, le trajet de bras. L'autre va plutôt accélérer la balle en prenant la balle juste après le rebond. Et le troisième, toujours dans le niveau 2, va peut-être accélérer la balle en touchant les premiers effets, en jeu peut-être, de rotation avant. S'ils ont choisi de jouer tous rapides, ceux-là, là, pas ceux-là, hein, ceux-là, là-dedans, quel que soit le niveau de mes élèves, je peux aussi décliner le jeu rapide dans le niveau 2 en fonction du niveau de mes gamins.